Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de parler de l'UFC 266 qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche 26 septembre dans la mythique T-Mobile Arena de Las Vegas. Vous le savez certainement, on aura droit à 2 combats pour le titre, Volkanovski-Ortega et puis Shevchenko-Murphy, sans oublier bien sûr le grand retour de Nick Diaz après 6 ans d'absence à l'UFC. Il y en a un qui n'est jamais absent, qui au contraire est toujours présent, c'est Patrick Abirora, ce jeune combattant de MMA belge que vous commencez à connaître bien évidemment, qui est là pour décrypter cette UFC 266. Salut Patrick, comment tu vas? Bien, ça va bien, toujours présent. On est là pour les analyses. Et quel UFC, hein. Le combat entre Volkanovski et Ortega mettra en jeu la ceinture des featherweight du champion qui est Volkanovski. Le combat devait initialement se passer en mars 2021, mais malheureusement l'Australien a été contrôlé positif au Covid. Entre-temps, les deux hommes ont été aussi nommés coach des équipes de l'Ultimate Fighter saison 29. J'imagine que c'était histoire de faire monter l'engouement autour de ce combat. Est-ce que toi, ce Volkanovski-Ortega te passionne particulièrement? Personnellement, en tant que vraiment fervent fan de MMA et que je suis combattant, etc., vu que j'analyse beaucoup plus les styles de combat et vraiment ce qui se passe dans la cage, oui, le niveau des deux combattants est vraiment incroyable, etc. Après, si je me mets à la place d'un fan de MMA qui est vraiment, on va dire, plus quelqu'un de random qui vient de temps en temps voir les combats et qui s'habitue à voir du Conor McGregor, du Khabib, à avoir des finishes, etc., je peux comprendre que ce fight-là, les gens ne connaissent même pas Volkanovski. Je pense qu'il y a peu de gens qui savent que c'est le champion des featherweight. C'est pas faux, c'est vrai que Volkanovski, c'est pas le nom le plus clinquant, mais ça reste quand même un grand champion. La preuve, c'est qu'il reste sur 2 victoires consécutives face à Max Holloway, que beaucoup considèrent comme étant l'un des plus grands, si ce n'est pas le plus grand featherweight de l'histoire de l'UFC. Le dernier combat entre les deux hommes, il s'est passé en juillet 2020 et Volkanovski l'a emporté sur décision partagée. Il y a eu quand même quelques polémiques autour de cette décision. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est clair et net que Max Holloway prend 3 rounds sur 2. Et c'est dommage qu'il n'ait pas eu la ceinture, c'est dommage qu'il n'ait pas eu cette victoire. Après, moi, je ne suis pas plus choqué que ça. On connaît l'UFC, on sait comment ça marche dans les grosses organisations. Euh, on sait qu'il faut vraiment arracher cette ceinture au champion. Quand c'est souvent 50-50 ou même 60-40, malheureusement, ben, le champion, il reste avec la ceinture. Et donc, ça se passe vraiment. Je ne pense pas que c'est une règle écrite, mais c'est vraiment quelque chose qui est vraiment ancré à l'UFC et dans les grosses organisations mondiales où souvent, il faut vraiment détrôner le champion. Il ne faut pas juste le battre, c'est vraiment aller chercher à le détrôner, comme Ousmane a fait avec Woodley, où là, on a une domination sur 5 rounds et là, on sait clair, net, précis, on sait que le champion a perdu. Mais si on va à la décision, il faut vraiment qu'il y ait une grosse différence, quoi. Malgré les polémiques qui entourent cette décision partagée donc en faveur de Volkanovski, on doit dire quand même que c'est le champion légitime des poids plumes, surtout quand on sait qu'il est invaincu depuis 2013, Volkanovski, et qu'il est l'auteur, et qu'il est plutôt l'auteur d'une série exceptionnelle de 19 victoires consécutives. Toi, c'est comme ça que tu le vois, le champion légitime, indiscutable de la catégorie? Franchement, champion légitime, oui. Il a battu quand même 2 gros noms. Il a battu Aldo, il a battu Max Holloway. C'est pas n'importe qui. Il a pris des clients, Shawn Mendes aussi. Donc, le type, il a enchaîné franchement des victoires qui sont conséquentes et il mérite aussi. Et puis, son niveau, il est incroyable. Les gens, c'est parce qu'ils le connaissent très peu car on dit légitime. On se pose même la question pourquoi? Parce que c'est pas un champion qui polarise en fait. Maintenant, à l'UFC, ce qu'on veut, vu que c'est devenu un business et qu'on parle vraiment à des échelles de milliards de dollars et qu'on parle à des échelles de milliers de personnes qui viennent voir des pay-per-views, c'est des millions, on veut que le champion soit te mettre des KO, soit te mettre des finishes, soit il a une personnalité incroyable ou vraiment il a un caractère bien trempé et on va vite le voir avec, par exemple, Nick Diaz. On peut vite faire le parallèle et le lien avec lui. Donc, il faut vraiment que le champion, ce soit quelqu'un d'à part entière. Si il est juste bon dans la cage, maintenant, c'est triste à dire, mais en 2021, c'est presque, ça ne suffit plus, en fait. Il faut qu'il y ait, à l'extérieur de la cage, quelque chose en plus. Et c'est ce qui manque un peu à Volkanovski. Mais pour moi, il est légitime à 100%. Il a un cardio de dingue, il a un fight IQ incroyable. Son rythme de combat, c'est vraiment ça, sa clé des victoires. Il a une pression, c'est un fighter en pression, il s'est travaillé enfin. Enfin, non, vraiment, niveau stylistiquement et en termes de level, il est clairement légitime à 100%. Brian Ortega, puisqu'on parlait de Max Holloway, on a dit que Volkanovski avait rencontré 2 fois Max Holloway. Brian Ortega, lui aussi, a rencontré Max Holloway. Ça s'est passé beaucoup moins bien que pour Volkanovski, puisqu'il s'est incliné sur KO technique, c'était au 4e round, mais après avoir subi une véritable masterclass
de Max Holloway qui, ce soir-là, a envoyé 290 coups, ce qui à l'époque était un record, mais l'Hawaïen a battu son propre record, j'ai même envie de dire explosé son propre record, c'était face à Calvin Kattar avec 445 coups significatifs envoyés. Est-ce qu'Ortega, Patrick, possède les armes nécessaires pour aller détrôner justement Volkanovski? On sait qu'Ortega a cette faculté de créer la surprise. Il l'a déjà fait, c'était dans son style avant, et Ortega s'est boxé en avançant, comme dans son run incroyable quand il venait de monter dans les 66 et qu'il montait dans le ranking, comme en reculant, comme il a fait avec Korean Zombie. Donc, il y a deux manières de le battre. Volkanovski, c'est un combattant qui change beaucoup de niveau. C'est vraiment le style de là-bas, Nouvelle-Zélande, Australie. On change de niveau, on fait des feintes de low kick, on va chercher l'overhand, on baisse la tête, on cherche un overhand, etc. Et s'il arrive à catcher à un bon moment où Volkanovski change de niveau, on va chercher l'overhand et qu'il prend sa tête sur un uppercut et qu'il fait mouche, il sait mettre KO. Et il sait créer la surprise là-dessus. Donc pour moi, c'est vraiment s'il arrive à adapter ce style-là, ou bien alors en reculant, comme il l'a fait avec Korean Zombie, et qui va chercher un gros contre parce que Volkanovski, c'est un combattant qui avance. Il est devant ta tête non-stop. Et il a un gros rythme de coups et un gros débit. Il envoie un gros débit et un très bon rythme. Il change dans tout le fight. Donc, si il arrive à reculer, choper un beau contre et après finir le gars, pourquoi pas? Ou bien, troisième hypothèse, c'est Ortega qui avance. Dès le début du combat. Comme il boxait à l'ancienne quand il arrivait vraiment à l'UFC, qu'il avançait, même s'il n'avait pas une boxe de dingue. Comparé à celle de maintenant, son anglaise de maintenant, elle est 10 fois meilleure de quand il arrive à l'UFC. Mais à l'époque, il avançait déjà. Il avance et là, on va peut-être voir Volkanovski dans une situation différente, une situation de stress. Il n'a pas l'habitude. C'est lui qui a l'habitude de rouler sur ses adversaires. C'est lui qui a l'habitude de dominer. C'est lui qui a l'habitude d'être en face de la personne. Et là, il voit quelqu'un qui avance sur lui, non-stop. Peut-être que là, Volkanovski va vouloir shooter. Peut-être que Volkanovski va vouloir se contenter de chercher un clinch directement ou bien shooter et l'amener au sol. Et là, on sait très bien qu'Ortega, des fois, se laisse amener au sol parce que le sol, c'est son domaine. Sinon, Volkanovski, je le vois vraiment bien être devant Ortega et y aller. Et en plus, les deux, c'est des gros encaisseurs. Donc, s'il n'y a pas ce facteur surprise ou chaos incroyable, je vois vraiment aller à une décision. On donnera tous nos pronostics en fin de vidéo. Mais finalement, le combat dont on parle le plus, le combat de cette UFC 266, c'est celui qui va opposer Nick Diaz à Robbie Lawler. On se souvient qu'il y a 17 ans déjà, Nick Diaz l'avait emporté face à Robbie Lawler. C'était sur KO au second round. J'étais presque pas né, je crois. Je ne vais pas dire mon âge, mais je venais d'arriver, quoi. C'était une victoire très convaincante pour Nick Diaz parce qu'à l'époque, Lawler, c'était quelqu'un d'effrayant et c'était un véritable knockout artiste. Patrick, selon toi, c'est quoi l'intérêt d'avoir un rematch 17 ans plus tard? C'est le retour de Nick Diaz. C'est là. L'intérêt, il est là. Je pense que Lawler, il est sur 5 défaites d'affilée. On n'en parle plus trop. C'est plus le Lawler de quand il était champion 77. C'est plus le Lawler de face à Rick McDonald. C'est plus le Lawler de face à Carlos Condit qui vient de prendre sa retraite. C'est plus celui-là. C'est plus le Lawler de quand il a commencé à 16 ans qui c'était un fou furieux. Là, maintenant, il est vraiment sur la fin de sa carrière. Il est un peu en déclin. On n'en parle plus. C'est vraiment le retour de Nick Diaz qui est le gros intérêt. Et c'est très intelligent d'avoir pris aussi Lawler. Prendre Lawler comme adversaire. Et sur 5 défaites, on l'a déjà battu. C'est un retour assez… moi, je trouve que c'est un retour assez intelligent. Et même pour l'histoire. C'est une belle histoire. 17 ans après, qu'est-ce que ça va donner? Les gens veulent voir ça. Nick, encore une fois, n'a plus combattu depuis 6 ans. Robbie Lawler est beaucoup plus actif, mais il reste sur 4 défaites consécutives. Les deux vont bientôt fêter leurs 40 ans. Est-ce qu'on risque peut-être d'assister à un futur flop? Personnellement, je trouve que voilà, et l'histoire, elle est là. On connaît les deux combattants. Pour moi, c'est deux gros guerriers. Donc, je pense pas qu'il y en a un des deux qui va, par exemple, tomber expressément dans le premier round. Ou, comme on voit souvent des fois en anglaise, où on peut voir, malheureusement, avec Evander Holyfield, ce qui s'est passé. Je pense que c'est ça qui stresse les gens. C'est qu'on se dit maintenant la question de l'âge. Mais bon, là, il avait 58 ans. C'est pas pareil non plus. Moi, je pense que ce combat-là, il va être bien. Maintenant, il faut voir la condition des deux combattants. Est-ce que Lawler est toujours dedans ou est-ce qu'il a pris ce combat pour une autre raison parce qu'il est déjà à 4 défaites, donc peut-être que ce soit l'argent, peut-être que, je ne sais pas, l'histoire, une rancœur, on ne sait pas. Mais connaissant les deux combattants, on connaît les deux combattants, c'est deux gros guerriers, on peut s'attendre à un vrai combat, franchement. Alors Nick Diaz et Nate, son petit frère, eh bien, ils ont un style très similaire, un menton en béton armé, une boxe agressive, une ceinture noire de jiu-jitsu et surtout un cardio exceptionnel. Est-ce que selon toi aussi, ces 6 années d'absence à l'UFC risquent peut-être de poser un problème à Nick? En tout cas, comme on a vu avec Nate, quand il était parti 3 ans et qu'il est revenu après sur Pettis, il avait même évolué. Ouais. Donc ce qu'on sait avec les Diaz, les frères Diaz, c'est qu'ils s'entraînent.
Ils sont pas là, mais ils sont tous les jours à la salle. Ils s'entraînent, ils font des courses de dingue, des trucs de 40 km. Moi, je vois des 50 km à la nage. Je pète un peu, je dis, c'est quoi ça? Non, non, donc ils font vraiment des vrais trucs. Donc, ils s'entraînent vraiment tout le temps. Ils sont vraiment actifs. Donc, moi, je pense qu'on peut surtout s'attendre à vraiment un retour. Et comme Nate, en fait, le type, il a charbonné à la salle 7 jours sur 7 et il est revenu encore même meilleur. On peut s'attendre que le premier round, il va être vraiment hésitant parce qu'il faut retrouver les sensations de la cage, etc. Comme avec vraiment Pettis, hein, le premier round, il était un peu en dessous. Et puis, voilà, on connaît les frères Diaz, leurs pattes. Dès que ça commence à durer dans le combat, ils commencent à toucher, ils commencent à vraiment te rouler dessus, ils commencent à être tout le temps en face de toi et ils ne tombent pas. Ils ne tombent pas, ils n'ont pas peur d'aller au sol parce qu'ils sont bons. Et là, ils commencent à marquer leurs points et ils te finissent parce qu'ils te fatiguent, en fait. Ils tombent à l'usure, c'est vraiment leur style. Je te propose maintenant de parler de l'autre combat pour le titre de la soirée qui va donc opposer Valentina Shevchenko à Lauren Murphy. C'est ça, Boulette Valentina Shevchenko. Malgré ses 5 victoires consécutives, Patrick, est-ce que tu penses que Lauren a les capacités vraiment d'aller faire chuter l'une des championnes les plus dominantes de l'histoire de l'UFC? Est-ce que tu y crois ou pas du tout? Honnêtement, peut-être que je vais peut-être paraître dur ou assez pragmatique ou vraiment très décisif, mais moi, je ne la vois vraiment pas. Enfin, je ne la vois pas avoir les armes. Après, ça reste du MMA. Du MMA, il y a le facteur 1% de chance, un bon coup, à un bon moment, on sonne quelqu'un et puis on a la bonne occasion. On tape, c'est des 4 au Z, ça va vite. La personne, elle me touche au menton, ça va vite. Mais sinon, stylistiquement parlant et sur le papier, vraiment, Shevchenko, c'est lourd, quoi. En plus, surtout que Lauren Murphy, elle n'a pas combattu une gauchère depuis très longtemps. Je ne pense pas qu'elle a déjà combattu une gauchère. Et là, elle prend Shevchenko. C'est la meilleure gauchère de la catégorie. Donc, c'est très, 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 très dur de voir vraiment Lauren Murphy gagner. Elle a 38 ans. Elle peine à finir ses combats. C'est vraiment la décision et elle arrache les victoires. Shevchenko, elle finit ses combats et elle finit toutes les jeunes contenders qui arrivent. Pour moi, elle est dans la course point for point féminine. Vraiment, juste derrière Amanda Nunes, si pas, elle se bataille comme ça. Elle est complète. Elle a une agilité de dingue, un fight IQ, un IQ qui part en flèche. Elle a une bonne lutte. Elle est souple. Un sol vraiment où elle bouge bien. Franchement, je trouve qu'elle est extrêmement complète et pour moi, c'est la reine de la catégorie. Est-ce qu'il y a encore des défis à aller chercher, j'ai envie de dire, dans sa catégorie des poids mouches? Ou alors est-ce que finalement Valentina Shevchenko, il lui reste vraiment un gros challenge, c'est-à-dire monter en catégorie et jouer une trilogie face au monstre Amanda Nunes? Je ne pense pas que quelqu'un puisse la battre en 57. Je vois vraiment... Pour l'instant, je vois personne dans sa catégorie la battre, ni même en dessous. Les 2 fois où elle a affronté Amanda Nunes, Shevchenko n'était déjà pas dans sa catégorie. Et il faut voir le fight qu'elle a fait. Il faut voir le fight qu'elle a fait et elle l'a dit elle-même. Moi, ma catégorie, c'est pas ça. Moi, je suis en 57 kilos, je me sens bien dans ma catégorie. Là, elle est dans une catégorie plus élevée parce que sa catégorie, elle a été créée après. Donc, elle n'avait pas de catégorie. Donc, elle était obligée de combattre dans cette catégorie avec Amanda Nunes. On a vu directement, dès qu'elle est rentrée dans sa catégorie, ben, elle a vraiment lavé la catégorie. Elle a été vraiment très dominante. Donc, moi, je me dis, soit à elle de monter. Et alors, ça fait la même chose qu'Adesanya. Elle monte, elle n'a rien à perdre. Si elle gagne, c'est incroyable. Si elle perd, on dira juste qu'elle est montée et qu'elle a pris le risque et qu'elle a porté ses cojones, comme on dit aussi. Voilà, on parle d'une femme. Mais je veux dire, elle a montré que c'était une guerrière et elle est montée et elle a fait un sale combat. Comme Adesanya, regardez, il a perdu après. Voilà, il a eu une défaite, mais c'est pas, il est revenu en middleweight, il était quand même le champion, donc elle perd pas sa ceinture. C'est l'heure de passer au... Sortez les billets, c'est ça. C'est l'heure de passer au pronostic. Et là, en plus de ça, t'as 3 pronostics à donner. Donc pour Volkanovski Ortega, Nick Diaz, Robbie Lawler, Valentina Shevchenko, Lauren Murphy, à toi de jouer. Shevchenko all day. Là, je vous dis franchement, si vous devez sortir à Paris cette fois-ci, allez-y les yeux fermés. Décision, je ne pense pas que ça ira à la décision. Je la vois vraiment finir le combat. KO soumission, elle est complète dans les deux. Donc là, vraiment, je suis sûr à 90%, 95% que Shevchenko, à part si une surprise, je la vois vraiment finir. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Totalement d'accord avec toi. Moi, j'irais KO KO au 3e round pour Valentina Shevchenko. Vrai Ortega, Volkanovski, là, j'ai plusieurs hypothèses. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment, s'il adapte comme il avait adapté par un adversaire plus petit qui va chercher la surprise sur un coup venu du bas, avoir un uppercut ou un genou et qui passe et qui fait mouche, il peut sonner puis après finir Volkanovski. S'il avance vraiment beaucoup dessus, et que ça crée une situation de stress chez Volkanovski et qu'il va chercher un takedown ou quoi et qu'il se retrouve au sol et qu'on connaît vraiment comment il est, ou même il contre le takedown avec une guillotine ou quoi, Brian Ortega peut vraiment créer la surprise sur une soumission ou un KO.
Sinon, je vois vraiment, même si ça va être une belle guerre, parce que les deux encaissent bien, une domination sur 5 rounds de Volkanovski et une victoire à la décision unanime, comme il a vraiment l'habitude de le faire, d'aller chercher la décision, mais de rouler sur l'adversaire vraiment. Et donc ça, c'est vraiment plus un pronostic, on va dire, le plus safe. Et on va dire pour le fun vraiment et le risque. Je pense que la prise de risque viendra plus d'Ortega que de Volkanovski en tout cas. Moi, je dirais Volkanovski à la décision unanime et je vois, comme tu le disais, Brian Ortega prendre des risques et peut-être aller déranger Volkanovski comme on a vu Max Holloway le faire sur les premiers rounds. Donc, je dirais les 2 premiers rounds en la faveur d'Ortega et ensuite Volkanovski, second souffle, gros cardio et vainqueur des 3 derniers rounds, dont les Championship Rounds et donc victoire sur décision unanime pour Volkanovski. Et pour Nick Diaz, Robbie Lawler, qu'est-ce que tu vois? Ça, c'est très très difficile à juger parce qu'il y a vraiment une longue inactivité. Il y a 17 ans d'écart. Lawler est sur 4 défaites d'affilée. C'est plus le Lawler d'avant. Donc, est-ce qu'il a encore cette âme de guerrier d'aller chercher? Très, très compliqué, mais je vois quand même Nick Diaz gagner dans la longueur, premier round hésitant, et puis commencer à trouver son rythme, trouver son flow, et là, commencer à gagner dans la longueur. Et pour le fun, allez, coup de pied retourné de Nick Diaz, KO. Ça se pour le passe fun. pour respect. Hein. Franchement, pour le fun. Là, rien ne va plus. Mais non, franchement, plus sérieusement, je crois que Nick Diaz a la décision en étouffant Robbie Lawler et en ayant trouvé son rythme. Pareil pour moi, je vois une victoire de Nick Diaz sur une décision un peu à l'image de ce qu'a fait Nate Diaz par exemple face à Anthony Pettis. Merci en tout cas Patrick, voilà nos pronostics, voilà notre analyse, c'était super intéressant, on peut le dire, mais les conditions de l'enregistrement étaient assez compliquées, donc un grand merci à toi d'avoir pu pondre une nouvelle masterclass. Ouais, on peut remercier Boris, là je le remercie, j'espère qu'il verra cette vidéo. Parce que malheureusement, on a dû le faire aujourd'hui à la salle, exceptionnellement, les gars. Donc, ce fut compliqué, mais on l'a fait. Et j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Et on se revoit pour le prochain UFC qui sera encore meilleur. Merci beaucoup, Patrick, et à la prochaine.